Mediapart, le Nouvel Obs, le Figaro, les Échos et d'autres encore se sont fait piéger en ouvrant des espaces de libre expression, ce qu'on appelle de l'information participative. Ils ont donné malgré eux la parole à de faux contributeurs qui écrivent pour promouvoir des intérêts des entreprises, Numéricable, Vivarte, ou même des intérêts de pays, l'Ukraine ou les Émirats arabes. C'est ce que révèle une enquête publiée dans le Journal du Net. Une enquête qui a été menée par mon invité, Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Alors, j'ai cité dans mon introduction quelques cas. Vous êtes le rédacteur en chef du Journal du Net. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de manipulation de ces faux contributeurs? Alors, je suis déjà rédacteur en chef adjoint. Rédacteur en chef adjoint, pardonnez-moi. C'est tout à fait prématuré. L'idée étant effectivement qu'on s'est intéressé, juste pour rappeler, le Journal du Net, donc c'est 3 millions à peu près de visiteurs uniques par mois, donc c'est un journal de business, d'économie. Et on a commencé, c'est par les contenus qu'on a commencé à se poser la question, parce qu'on voyait des noms d'entreprises, des noms d'individus revenir de la part de chroniqueurs qui avaient des centres d'intérêt disparates, mais communs. Disparates, c'est-à-dire qu'on voyait un contributeur s'intéresser à l'Ukraine, s'intéresser aux problématiques d'interchange au niveau européen, s'intéresser à la banque privée, s'intéresser ainsi à tel ou tel sujet, et à chaque fois en ayant au moins une fois la mention de telle entreprise ou de tel individu. Et c'est à ce moment-là on se dit, tiens, c'est bizarre d'avoir déjà des gens qui ont autant de centres d'intérêt variés mais communs, avec des mêmes sources, ça pose question, et donc ça vaut le coup de s'intéresser à qui écrit et ensuite dans quel but. Donc c'est votre journal qui a été le premier support, Alors, avec Victime. C'est comme ça que vous vous en êtes rendu compte? En fait, ce qui se passe, c'est que on était les premiers à s'en rendre compte. Quand on regarde les dates des articles qui ont été publiés dans les autres sites, Mediapart, le Nouvel Obs, les Échos, on voit effectivement que l'attaque, entre guillemets, est concomitante. La seule chose, c'est que nous avons été les premiers à nous interroger sur ces publications. Et donc, effectivement, à lever le lièvre et faire en sorte de comprendre et d'aller chercher si nous étions les seuls. Et c'est en allant justement ausculter les sites internet des autres médias qu'on s'est aperçu que, bien évidemment, nous n'étions pas les seuls et que c'était bien une tendance à grande échelle. Alors, quel est le mode opératoire de ces faux contributeurs? Comment procèdent-ils? Alors déjà, il faut que la prise de parole soit légitime. Donc on va créer des comptes avec des individus. Alors en général, donc on va leur donner un nom, un prénom, on va leur donner une fonction. On a même vu des cas avec la banque HSBC, avec le cabinet de chaise de tête Mercury Urval, ou même avec le musée d'Orsay. On va prendre donc une entreprise, une entité pour encore plus cautionner le propos. Ensuite, il va falloir, et ça c'est toujours important, essayer de mettre un visage, une photo. La difficulté, c'est que la photo, par définition, elle appartient bien à quelqu'un. Un nom, ça s'invente, une photo. Et donc, il faut trouver. On a remarqué un certain nombre d'annuaires professionnels, d'annuaires d'université qui ont certainement été pillés, mais qui n'étaient pas numérisés. Et donc, on ne pouvait pas comparer. Par contre, à force de chercher, on s'est aperçu effectivement que ce soit sur Facebook, j'ai souvenir d'un agent d'assurance au fin fond de l'Arkansas qui sert à un expert soi-disant français, d'avoir trouvé un tennisman suédois qui vient de quitter la carrière tennistique pour devenir directeur commercial d'une firme en Suède dont la photo a été reprise, et ainsi de suite, ou quelqu'un sur le site de partage de photos Flickr, qui était un visiteur en Hongrie dans un bar, qui a été photographié par un photographe professionnel et qui sert effectivement à illustrer des articles dans les Échos. Mais alors, qui sont ces faux contributeurs? Qui se cache derrière ces photos de tennisman suédois des années 70? Alors, pour l'instant, effectivement, il y a un doute, parce qu'on voit qui est bénéficiaire. C'est-à-dire, à chaque fois, les articles vont parler d'entreprises, soit vont mettre des liens qui vont pointer vers d'autres chroniques qui leur sont favorables, et notamment rattachés à des mots-clés. Alors les mots-clés, ça sert à quoi? Ça sert que quand par exemple vous cherchez une banque dans un site avec un moteur de recherche, étant donné que ce sont ces mots-clés-là et ces noms d'entreprises qui vont apparaître, ça va favoriser effectivement, puisque les gens vont se contenter des premiers résultats de recherche une fois qu'ils auront cliqué ces mots dans Google. Donc on voit effectivement des bénéficiaires. Par contre, ce qu'on ne peut pas conclure à ce jour, c'est est-ce qu'ils sont, entre guillemets, les victimes d'un prestataire qui a voulu trop bien faire, ou si elles sont directement à la manœuvre. On ne peut pas pour l'instant faire le lien du dernier mètre, en quelque sorte, qui permettrait de voir la personne. Sauf un cas, parce qu'on est allé jusqu'au bout, où effectivement, là j'ai eu en ligne le rédacteur, la petite main qui a été payée par un site internet, Educadis, qui est un portail de formation, et qui à un moment, lui, avait inventé un nom, avait mis une fausse photo, avait inventé une fausse qualité de journaliste, écrivait dans le Plus du Nouvel Obs, avec d'ailleurs le label sélectionné par la rédaction du Nouvel Observateur, et il a avoué qu'effectivement il était payé par une entreprise qui le rémunérait pour qu'il y ait des articles favorables avec des liens qui correspondent à des mots-clés propices au développement de son employeur. Donc effectivement, ça peut être des agences, des individus, mais c'est très difficile d'établir le lien
le dernier mètre parce que souvent, effectivement, l'idée, c'est du pas vu, pas pris. Et puis, ça peut être une démarche personnelle de la part d'un dirigeant de l'entreprise et puis quelquefois ça peut être une stratégie. Si vous avez eu une actualité judiciaire récente un peu indélicate qui vous met en porte-à-faux par rapport à la tradition de votre établissement existant depuis 200 ans dans un milieu de confiance comme la finance, bon bah évidemment une condamnation fait tâche et là vous essayez de noyer, de faire tomber sous justement la masse d'articles favorables dans Google, puisque c'est la porte d'entrée maintenant naturelle pour les gens sur l'internet quand ils cherchent de l'information, faire tomber dans les résultats de recherche de manière à faire oublier ou à rendre moins visibles ces moments délicats de votre existence professionnelle. Mais là où on est très étonné, Nicolas Arpagian, c'est on se dit ces sites, ces marques prestigieuses, elles ont quand même des modérateurs, il y a un système de filtrage. Alors comment cela se passe-t-il? Les modérateurs se font-ils manipuler? Alors, il n'y a pas de modèle unique d'organisation. Lorsque ces sites ont décidé d'ouvrir des espaces participatifs, j'allais dire l'éventail est possible. Au Journal du Net, nous avons fait le choix depuis le début de dire tous les articles mis en ligne sont lus avant la mise en ligne par quelqu'un de la rédaction qui peut éventuellement refuser la publication, retirer des liens, interroger l'auteur. Là où on s'est fait avoir, pourquoi? C'est parce qu'effectivement ce sont des articles très écrits, avec des références, des sources, par exemple à des statistiques des Nations Unies, de l'OCDE, avec des références à d'autres articles. Il y a de l'intelligence. Donc c'est uniquement quand on commence à s'interroger sur la masse que l'on peut mettre en doute le dispositif. Par contre, isolément c'est compliqué. D'autres sites, par exemple c'est le cas de l'Express, la mise en ligne se fait de manière automatique. Seule la mise en avant, c'est-à-dire la valorisation sur le site, sur la homepage, sur la page d'accueil du site, est décidée par la rédaction et par un individu. Il n'empêche que vu de Google, vu de ce qu'on appelle l'inventaire de l'Internet, c'est-à-dire ce qui y est référencé, vous êtes diffusé avec une adresse qui, dans son URL, comportera le terme l'express.fr. Donc effectivement, vu de l'extérieur, vous faites partie de l'inventaire documentaire de l'Express. Dernière question, Nicolas Arpagian, est-ce que vous pensez que ce genre de manipulation est appelé à se généraliser? Parce qu'à l'heure du net, dans les rédactions, l'urgence tue un petit peu trop souvent la prudence et surtout la presse a de moins en moins de moyens d'investigation alors que les grands groupes, eux, ont de plus en plus de moyens de communication. Alors effectivement, à chaque fois qu'il y a un dispositif, on essaye de trouver un moyen de contournement. C'est la règle du glaive et du bouclier, ça c'est une vieille habitude des gens de renseignement. Par contre, ce qui est certain, c'est que les médias peuvent avoir à perdre, à décrédibiliser leurs propos. Il y a un risque, ce risque c'est le dédouanement. Vous savez, c'est un peu comme dans la voirie, quand un maire un peu dépourvu de moyens va vous mettre des panneaux « Attention, trou en formation » sur la chaussée. Évidemment, son rôle, ce serait de boucher les trous et qu'il n'y ait plus de trous. Il n'en a pas les moyens, c'est plus simple d'acheter des panneaux. La tendance qu'on risque de voir arriver, c'est qu'il y ait des dispositifs juridiques pour se dédouaner, pour dire « nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas garanti, nous n'avons pas vérifié ». C'est effectivement délicat puisque ça contribue à affaiblir le propos et il n'est pas sûr que les médias, justement dans une logique de concurrence, aient intérêt comme ça à décrédibiliser. Donc effectivement, ce que l'on doit recommander, ce que l'on doit appliquer, c'est de la qualité, des moyens de manière à faire monter le niveau des contributions, quitte dans un premier temps à en avoir moins. Il faut éduquer ces contributeurs de manière effectivement à leur montrer qu'il y a une ligne éditoriale et qu'elle doit être respectée. Merci Nicolas Arpagian. L'intoxication à grande échelle, c'est le titre de votre enquête à lire sur le Journal du Net. Le Journal du Net dont vous êtes rédacteur adjoint. Merci Nicolas Arpagian.